Vampires are lucky. They can feed on others. We gotta eat away at ourselves. We gotta eat our legs. We got the energy to walk. We gotta come so we can go. We gotta suck ourselves off. We gotta eat away at ourselves till there's nothing left but appetite. Give and give and give crazy. The gift that makes sense ain't worth it. Jesus said 70 times 7. No one will ever understand why you did it. We'll just forget about you tomorrow. But you gotta do it. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. We'll take turns, okay? Sure. I'll go first. Old movie stars. Well, that's easy. John Wayne. Why? At least he was a real man. I mean, better than the faggots you see in the movies these days. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et merci de nous accueillir dans des grands bureaux du cinéma dans lequel que tu travailles pour une émission consacrée à des petites découvertes, pour nous en tout cas, des premiers films ou des films non occidentaux, je vais le dire comme ça. Des films des restes du monde. On sort de notre zone de confort un petit peu pour cette émission, mais pour plusieurs petits coups de cœur, notamment ce premier film dont on parle aujourd'hui, Les filles de Soumitra Périz, un film de 1968, si je dis pas de conneries. Le 78. 78 ouais. Putain. Là, je crois. Je vais vérifier. Vérifie pendant que je parle. Le fait est que c'est le premier film réalisé par une femme au Sri Lanka, Soumitra Périz, qui continuera à faire des films après, mais malheureusement, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé d'autres films que Les filles, et heureusement, en cette belle journée du 8 mars, le cinéma Arvor proposait une projection de ce film qui a été restauré et qui a été présenté, je crois, si je dis pas de conneries, à Cannes en 2025 d'ailleurs. C'était le seul film réalisé par une femme passé en 2026, qui le restera, je pense, à l'Arvor. Voilà. Merci l'Arvor en tout cas pour cette belle découverte. Moi j'étais ravi, c'était un dimanche après-midi à l'Arvor, on était tranquille, il faisait plutôt beau, on était bien du coup dans un cinéma abrité des rayons du soleil, et pour voir un film qui quelque part entre le néo-réalisme et la nouvelle vague, je sais que le patron du cinéma dans lequel j'ai vu le film est venu présenter le film, et évidemment a fait penser tout le monde pense, et lui d'abord, à Satyajit-Ray, voilà, parce que on n'est pas très loin de l'Inde en fait, et que ça ressemble, donc du coup forcément lui il associe ça à Satyajit-Ray, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup pensé quand même, alors
en effet, il y a cette forme de néo-réalisme, c'est-à-dire qu'on est dans un récit assez simple, c'est pas le bon terme, mais il se passe assez peu de choses. Oui, on suit le quotidien de la chronique, c'est un peu lâche, avec des enjeux relativement maigres. Voilà, le néo-réalisme, mais en même temps, dans la forme, il y a régulièrement quand même des mouvements de caméra, tout simplement, en fait, qui me faisaient sortir du néo-réalisme. On a été plus dans le cinéma quand même, il y a quelque chose. Bon, bref, c'est assez peu important. Le fait est que j'ai passé une séance vraiment plus qu'agréable. C'était un récit malgré tout où il y a des choses dures qui se passent, où il y a des choses tristes qui se passent. Mais Soumitra Périz, en fait, j'ai l'impression qu'elle se concentre justement sur la chaleur humaine et la force de sa personnage principal et de ses personnages principaux. Tout ce qui peut être cruel dans le monde, tout le mal du monde, en fait, elle va le laisser hors champ, ce qui n'empêche pas évidemment que les drames apparaissent dans le cadre, mais ce qui va ressortir énormément de toute la projection, c'est justement cette espèce de chaleur humaine et la force de ces personnages qui m'ont entraîné dans une espèce j'étais dans un gros cocon. Ça aurait pu continuer, j'aurais pu comme Apu me faire une trilogie de ces personnages et continuer à les suivre. J'aurais aimé les suivre comme Apu de Satellite Ray, vraiment quoi. Et j'étais ravi de découvrir ça en fait. Et je me suis posé la question il y aurait eu la même chronique justement avec ce récit donc d'une jeune fille qui est amoureuse grosso modo de la mauvaise personne, c'est Roméo et Juliette. Elle est fils de marchand de légumes et puis lui il est plus aisé, donc le mariage sera impossible. En plus il est un peu plus âgé quand même le bonhomme, si ça c'est pas grave, de 3 ans ça c'est pas grave, mais ce même genre de récit mais de manière beaucoup plus occidentale à la même époque justement, que ce soit en France, aux États-Unis par exemple, ou en Italie, n'importe quoi. Est-ce que ça aurait fonctionné comme ça? Est-ce que j'étais pas victime de mon racisme et de mon envie d'exotisme un petit peu, en me disant tiens, je vais voir un film sri-lankais, j'avais jamais vu de film sri-lankais. Et j'y ai réfléchi quand même en me disant, est-ce que je suis vraiment raciste à ce point-là? Je pense que pas complètement. Et un peu quand même, mais pas complètement, parce que je me suis rappelé ce qui faisait tenir le récit quand même. Et c'est ce poids en fait des traditions. Et c'est exactement ce que le film évoque, c'est le poids des traditions sur ces personnages qui auraient pu avoir une vie très simple parce qu'ils sont tous extrêmement sincères en fait dans leurs sentiments, dans leurs émotions, qui sont partagés en plus pour cette histoire d'amour. Mais c'est ce poids des traditions. Et je me suis rendu compte, et on parlera tout à l'heure d'un film américain de 83, Handgun, que en fait on pouvait transposer tout à fait pour moi ce poids des traditions dans d'autres choses. Mais c'est malheureusement aussi en France on pourrait tout à fait trouver voilà ce genre de transposition en fait. Mais voilà, ce poids des traditions qui nous... Mais c'est vrai que le patron du cinéma qui est venu présenter le film l'a très très bien fait, ça nous a tous mis dans le bain et chance, il est avec nous ce soir. Patron du cinéma, bonsoir, qu'est-ce que vous avez pensé des filles? Merci de me donner la parole, Étienne. Non, c'est intéressant ce truc-là parce qu'effectivement... il y a plusieurs choses sur lesquelles rebondir. Déjà, en fait, c'est vrai que tu te dis, il y a que 5 ans qui séparent les filles de Soumitra Périz et Handgun, dont on va parler plus tard. C'est pas beaucoup. Donc t'as vérifié, c'est bien 78. Oui, c'est 78. 10 ans, c'est 78. C'est troublant parce que ça pourrait être un film de 58 aussi. Mais c'est aussi un truc, mais qui est dû aussi à une histoire de l'art et culturel par rapport à plein de choses. Bon, moi, évidemment, je suis pas du tout expert en cinéma sri-lankais, et puis d'ailleurs, je pourrais l'être assez rapidement parce qu'il n'y a pas non plus pléthore de films. Mais c'est le premier film réalisé par une femme qui est aussi la compagne de Lester James Périz, qui est en tout cas le seul nom, en tout cas, qui me disait quelque chose, parce que c'est effectivement un nom, pour peu qu'on s'intéresse un peu au cinéma, qui soit assez répertorié sur la carte, parce que c'est un nom relativement important de tous ces cinéastes qui sont nés justement dans les années 60, un peu dans le sillage de cette date assez importante qui a été l'éclosion sur la scène internationale de Satyajit Ray avec La Complainte du Sentier, qui a aussi contribué à mettre en lumière une nouvelle façon de mettre, non pas une nouvelle façon, mais en tout cas cette façon de dire on va raconter notre propre récit dans des pays qui étaient soit des pays
colonisés ou des pays en voie de décolonisation, parce que maintenant tout ça est derrière nous, ce truc de la colonisation, tout ça ça appartient à un passé Les événements. désormais révolu. Et donc voilà, la Compagnie du Sentier a été assez important pour ça, parce que c'était un peu le Evil Dead de l'époque, c'est-à-dire un film fait avec 3 francs 6 sous et qui a plutôt cartonné, mais non pas dans des cinémas de quartier tout ça, mais dans la scène des festivals internationaux, et puis après dans certains cinémas à essai ou voilà, en tout cas de ciné-club. En tout cas le gars a eu une sorte de notoriété et ça a pu donner un peu l'impulsion dans plein de cinéastes, en sachant qu'évidemment Satyajit Ray était lui-même influencé par Ford, par Renoir, par évidemment en premier lieu ce grand moment fondateur du cinéma moderne qu'est le néoréalisme italien avec Rossellini et tout. Et on comprend, on comprend que les pays qui sont en état de décolonisation un petit peu vont plutôt se référer justement au néoréalisme. Le manque de moyens évidents dont ils disposent les amène à chercher peut-être une forme justement. Bien sûr. Et puis en fait, on se rend bien compte, c'est vraiment les trucs qui sont à peu près géniaux dans le néoréalisme italien, dans les meilleurs films de cette période-là, et aussi dans La Compagnie du Sentier, à quel point voilà les contraintes techniques font la valeur esthétique et créent un truc esthétique complètement fou. Bon, voilà, on a déjà un petit peu évoqué Satyajit Ray et compagnie, très peu et pas assez bien, mais en tout cas, on peut retrouver ça en tout cas dans Les Filles, effectivement, qui est un film avec une économie de moyens assez exemplaire, mais qui raconte beaucoup de choses. Et effectivement, moi je suis assez d'accord. Moi, c'était un vrai coup de cœur ce film-là, parce que je suis complètement. Moi, je partage complètement, en tout cas, ton enthousiasme sur le côté un peu confortable du film. Et je le dis, alors que c'est un petit peu un gros mot, parce qu'effectivement, ce truc confortable. J'ai peur de le dire comme ça, moi, mais en même temps, il est assez accueillant, voilà, dans une sorte de douceur que peut avoir le film dans sa continuité. Il y a une sorte de truc qui vient, une certaine sensualité dans la représentation des visages, de la nature, un accompagnement musical qui fait qu'on est dans un environnement, dans une mise en scène qui accueille un peu le spectateur et qui accompagne aussi les élans un peu sentimentaux de ces personnages et qui les épouse un peu. C'est des histoires d'amour, donc on est un petit peu dans une sorte de cocon, et moi je trouve ça vraiment admirable à quel point le film est d'une violence insensée, justement dans ce que tu as un peu évoqué sur le fait que voilà, ce poids du monde, du sociétal, du drame à venir, de ces barrières contre lesquelles ces élans vont buter complètement et suggérer et non pas appuyer. Et c'est vrai que ça c'est un truc qui est assez fou dans le film, là où ça s'éloigne un petit peu aussi de La Compagnie du Sentier, qui est moins sociétale que peut l'être Les Filles. Parce que les filles évoquent aussi des idées politiques, par exemple, de façon assez subtile. Dans une conversation, on va justement évoquer des problèmes politiques d'époque, vraiment. Enfin voilà, il n'a pas d'œillère, en fait. Il est. Ouais, et puis là pour le coup, on est vraiment dans un film assez intéressant, parce qu'on sent bien que les personnages, la plupart des personnages masculins d'un film qui est assez dépourvu de personnages masculins, et ça c'est assez intéressant, et là il y a un vrai parti pris, parce que les seuls personnages masculins qu'on voit et qui ont le droit d'être des personnages, c'est le personnage de l'amant, en gros de la personnage principale, mais sinon en fait, tous les personnages des figures paternelles le père est dans un coin et il est assis et il faut lui soigner les pieds, enfin c'est des impotents, alors que on voit bien que s'ils ne sont pas à l'écran, ils sont dans le cadre, c'est-à-dire qu'en fait c'est le cadre qui est la figure masculine, parce qu'on est dans une société oui évidemment régie par des lois, des règles qui ne disent pas leur nom, complètement patriarcales, qui fait que ces gens-là, les élans amoureux vont buter contre des règles qui ne disent pas leur nom, mais qui sont évidemment complètement véhiculées par ces gens-là. Grande question de la dot, par exemple. Adultes, et c'est ce que tu disais en tout cas sur comment
enfin le fait que voilà ce récit relativement classique, quelle est l'actualité que ça pourrait avoir? Moi, je me dis, oui, là où c'est génial comme film sociétal, c'est qu'en fait, l'antagonisme du film, en termes de récit, il est absent, en fait, parce que déjà, on ne voit pas les... Enfin, on pourrait se dire, si on ne regarde que le récit, il n'y a pas d'antagoniste. Enfin, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, même la mère qui est porteuse du seul discours... On a affaire à des personnages intelligents, en fait. Oui, ils sont intelligents, puis je pense qu'ils sont intelligents, mais peut-être aveuglés, parce que la mère du love interest de la jeune fille, elle dit un truc genre, non, mais c'est pas possible, et en fait, ça pesantit pas dessus, parce que toutes les règles qu'elle le dit, elle peut même pas les formuler, à quel point, elle dit, non, mais c'est impossible. Enfin, voilà, évidemment, on comprend très bien que elle-même n'a même pas besoin de lutter contre quoi que ce soit, elle n'engage même pas une lutte. Elle a baissé les bras avant même. Son histoire d'amour, la seule façon de le vivre, c'est dans son imaginaire. Donc en fait, l'antagonisme, en termes de point de vue dramaturgique et tout ça, il est absent littéralement à l'écran et dans le récit. En fait, il y en a pas. Et ce qui fait sans doute le côté cocon du film. Et ce qui fait le cocon du film, parce qu'en fait, on épouse un peu les trucs, mais ceci dit, voilà, le cocon, il faut le tempérer, parce que voilà, on voit qu'en mise en scène, moi je trouve ça brillant, parce que à aucun moment on est dupe. Enfin, évidemment que s'il y a un côté cocon, il y a un côté très agréable à regarder, mais par contre, voilà, on sait très bien qu'on a conscience d'être dans un cocon. C'est qu'on est dans le cocon imaginaire tel que se l'est conçu. Oui, et on n'est pas face à des personnages qui sont qui sont ivres de bonheur. Non, il y a de la frustration énormément. Oui, et puis il y a plein de choses. Ça pourrait être de la fièvre dans le sang de Kazan à un moment, en fait, quoi. Il y a vraiment une. Ils sont dans une sorte d'emballement par moment. Il y a d'ailleurs des recours plusieurs fois à des images mentales, où voilà, on sait que elle vit son histoire d'amour tout en sachant que cette histoire d'amour est impossible, voilà. Mais je pense que, enfin, il y a tout un truc de mise en scène où là, moi, ça m'avait vraiment bluffé dans la maîtrise, parce qu'effectivement, quand on pense néoréalisme, on se dit c'est pris sur le vif. Il suffit de filmer ce qui est là. Effectivement, là-dessus, elle est très très forte, parce que les visages et tout ça, la façon dont elle a de filmer son personnage principal, c'est vraiment captivant, quoi. Enfin, tout ce qui peut passer, en même temps tout ce qui nous paraît très mystérieux dans ce qui peut se passer dans la tête de son personnage, mais en même temps, en termes de mise en scène, dans les cadres et tout ça, on voit très bien que c'est très conçu, tout ça. Voilà, elle est toujours cachée derrière c'est pour ça que des paysages, derrière de la nature, des éléments naturels. Il y a une présence de l'architecture très forte qui fait que on est peut-être dans un cocon, mais un cocon un peu inquiet, on va dire, ou c'est-à-dire que ou même pas inquiet, c'est même pas inquiet le terme, c'est-à-dire que on sait très bien qu'on est dans un cocon complètement artificiel. Il y a quelque chose du mélodrame aussi, en fait, dans le récit. On sent très vite quand même des éléments mélodramatiques dans le récit. Alors, mais même, je pense plus de l'ordre de... Ouais, je sais même pas si c'est du mélo ou de la tragédie, parce que on sait que leur histoire d'amour ne pourra pas... Voilà, en effet, c'est peut-être la tragédie. Et à aucun moment on peut se faire l'illusion, parce qu'il n'y a pas un élément perturbateur qui va dire, non, c'est pas possible. Parce que même le gars... Voilà, il n'est même pas conscient lui-même que lui, il pense qu'il est vécu d'une sorte d'injustice. Il ne sent même pas que sa propre appartenance au genre masculin est juste un vecteur du fait que c'est pas possible, quoi. Et donc et tout ça est véhiculé assez subtilement et assez brillamment par la mise en scène. Ouais. Donc c'est vraiment un très très beau film. C'était un très beau film. Donc Les filles de Sumitra Périz, c'est Carlotta qui sort ça au cinéma. Oui. Donc peut-être qu'à un moment on aura aussi une sortie DVD ou Blu-ray, ce qui permettra aux gens de le voir. Alors il y a des liens quand même beaucoup avec le film suivant qui lui sort en DVD Blu-ray dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Torres, c'est Handgun de Tony Garnett, un film de 1983 dont moi j'avais jamais entendu parler, en fait. De même. Ça a été une très belle surprise quand même si le film lui aussi est dur. C'est un rape and revenge, en tout cas il rentre complètement dans cette catégorie-là, même si il se distingue particulièrement de tous les rape and revenge qu'on peut connaître. On a entendu un extrait de Belle Lieutenant au début de cette émission. On a entendu Zoé Lund.
Et Zoé Lund, c'est le personnage de l'ange de la vengeance, justement, Mrs. 45 de Abel Ferrara, qui est pour moi, il y avait d'autres Rape and Revenge avant. Le premier, c'est la source sans doute de Bergman, qui a été remaké par Wes Craven pour faire la dernière maison sur la gauche. Voilà, le Rape and Revenge, c'est un genre particulier. Et Handgun, donc ce film de 83 dont on n'avait jamais entendu parler, et Tony Garnett, personne ne le connaît, mis à part les fans de Ken Loach, puisqu'il voilà, il a été son assistant et puis son producteur. Il a fait une très très courte carrière dans le cinéma, hein. Finalement, c'est 2 films en tant que réalisateur, hein. Et pareil, ils n'étaient pas disponibles, on ne pouvait pas les voir avant. Moi, je suis très curieux maintenant de voir son premier long métrage en tant que réalisateur qui s'appelle Prostitute, mais qui est un film dont j'avais déjà entendu parler pour le coup, mais sur lequel j'ai jamais mis la main. Je pense pas qu'il y ait d'édition, pas de ressortie en salle et tout ça, et j'ai pas eu le temps de le choper sur internet. Voilà, donc ça nous intéresse si quelqu'un est à Los Angeles et puis peut nous le transmettre, ça nous intéresse. Tony Garnett, donc comme je disais, personne ne le connaît. Handgun, personne le connaissait. L'actrice principale, j'ai vu, elle a continué sa carrière, hein, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein, beaucoup de second rôles, de rôles pour la télé ou de choses. Malheureusement, enfin voilà, elle a un visage qui est assez connu, elle a dû faire pas mal de choses. Handgun, donc c'est un Rape and Revenge avec un personnage d'une jeune fille professeure, quand même, elle n'est pas non plus lycéenne, qui donc voilà, comme dans n'importe quel Rape and Revenge, va avoir une relation, va se faire violer, et puis ensuite on attend de voir sa vengeance. Le pitch, c'est ça, hein. La grande différence avec n'importe quel autre Rape and Revenge que moi je pouvais avoir en tête avant de voir ce film-là, c'est qu'on a affaire là aussi. Alors je vais pas dire à des personnages intelligents parce que justement elle est face à un monstre mais ce personnage féminin elle-même ne va jamais sombrer en fait dans les travers, enfin jamais sombrer, ne va pas tomber dans les travers justement de la violence masculine, déjà c'est le premier truc, qu'on a affaire surtout à un point de vue de cinéaste qui sensible et non pas voyeuriste comme ça sera souvent le cas. Et j'ai lu sur IMDb, après je te laisserai la parole Antonin, j'ai lu sur IMDb et je pense que ça représente pas mal en fait la particularité de l'objet, qu'on lui a demandé de raccourcir certaines scènes, notamment celle du viol, non pas parce qu'elle était trop brutale ou violente, mais les producteurs en fait trouvaient que cette séquence de viol n'était pas assez sexy. Et en fait, il a été traumatisé, Garnett, par cette demande. Voilà, cette scène de viol n'est pas assez sexy. Et ça l'a vraiment, ça lui a fait beaucoup de mal parce que ça va à l'encontre de tellement de choses en fait qu'il s'en est pas trop remis. Et en effet, ce viol n'est pas sexy et le film ne cherche pas à être sexy à aucun moment puisqu'on parle d'un viol et d'une femme qui essaye de s'en remettre. Voilà. Mais par rapport à d'autres films, et je pense à Revenge justement, même s'il joue là-dessus, hein, de Coralie Farja et d'autres films qui vont évidemment mais cette demande des producteurs comme quoi voilà, il faudrait rendre il faut attirer le chaland, quoi. Oui, ça, de toute façon, moi je partage en tout cas complètement ton enthousiasme là-dessus. Moi c'est vraiment découverte. Je suis content parce que ça fait le deuxième film et 2 fois que tu partages mon enthousiasme. Oui, non, et je me sens vachement rassuré. Je suis content de partager des trucs avec toi. C'est vraiment un film assez fou parce qu'effectivement, le Rape and Revenge, le truc c'est que c'est vraiment des films qui sont qui peuvent être assez fondamentaux et dont il y a eu des super trucs et qui peuvent véhiculer aussi qui peuvent être des vecteurs de sensibilisation à une sorte de violence sexuelle et tout ça qui peut être intéressant, mais qui fatalement, mais comme tout usage de la violence au cinéma, peut flirter avec une adhésion totale avec ce qu'on veut dénoncer. C'est-à-dire qu'on filme le viol pour le dénoncer, mais on veut exciter le spectateur avec ça parce que ça devient du spectacle de la même façon que n'importe quelle scène de violence devient du spectacle, même si on veut la dénoncer. Donc c'est aussi la profonde limite du genre, mais qu'un genre en plus qui est principalement un genre de cinéma d'exploitation, hein, parce que même si l'origine effectivement c'est Bergman, bizarrement là-dessus c'est quand même le cinéma d'exploitation, c'est-à-dire le cinéma qui se dit on veut du cul et de la violence, qu'est-ce qu'il y a
qui manie les deux? Bah, le viol, et bah voilà. Donc, et puis si on Et met ce- de la et- revanche dessus, bah, c'est du sexe et de la violence. Bah, Rape and Revenge, c'est génial. Et le truc, on fera pas une émission spéciale là-dessus aujourd'hui, mais je suis fan, je suis friand, on va dire, des films de vigilante, typiquement le Justicier de Charles Bronson, mais c'est vrai que le Rape and Revenge a une petite particularité, c'est que assez automatiquement, en fait, on se retrouve du côté forcément de la femme, et que son rapport à la violence qui va se déchaîner dans la suite du film, évidemment, en tant que spectateur, on ne peut pas s'empêcher d'être de son côté, d'adhérer complètement en fait à ce déchaînement de violence qui est totalement entre guillemets mérité pour ces hommes qui lui ont fait du mal. Sauf que ça reste De la loi du talion. c'est la loi du talion en fait, quoi. Ouais, donc en fait, idéologiquement, c'est toujours hyper ambigu. Et donc ça peut faire aussi des très bons films par ailleurs. Mais c'est vrai que là, le film, le film, il est assez génial, mais par la nature, et là, on peut pas Trop pas spoiler passer à non côté. plus, C'est mais- qu'en fait, c'est-à-dire que c'est, oui, le gars, c'est un Anglais. C'est l'ancien assistant producteur de Ken Loach, tout ce qu'on veut. Et puis le mec, il débarque au Texas et on voit très bien que c'est pas un film américain. Enfin, qu'il y a aucune volonté de se plier à aucune recette du cinéma américain, aucune velléité de spectacle. Et je le dis, sans le dénigrer aucune de la force principale du cinéma américain que moi j'aime. Voilà, c'est cette volonté de faire du spectacle, tout ça. Non, là il y a rien de tout ça. Lui, il est dans un rapport un peu très janséniste à la chose, c'est-à-dire que il a un rapport humaniste au personnage, c'est moral c'est-à-dire total, tout le temps. Il y a toujours le bon point de vue sur la chose, sur les choses, qui fait qu'à aucun moment les bas instincts, en tout cas du spectateur, ne sont sollicités, même pour leur donner un coup de bâton derrière. Non, c'est pas du tout son registre de filmage. Donc le film est assez imparable. C'est pour moi vraiment de l'ordre de la petite pépite, parce que je me dis c'est imparable. Et puis en plus, Il y a une petite histoire quand même de pourquoi on l'a pas entendu parler de ce film, quand même. C'est toi qui m'en as parlé. Oui, ça c'est un truc qui peut être présent dans les bonus du DVD, c'est que ils disent que le film a été produit par la Warner ou par une de ses filiales, et que le film un a peu été indépendant, mais il a été proposé pour la distribution à la Warner, en effet. C'est ça, et en fait ils l'ont un petit peu enterré parce qu'au même moment allait sortir Sudden Impact de Clint Eastwood et qu'il fallait absolument pas faire de l'ombre au film. Et on parle d'un moment où évidemment le genre de l'action au début des années 80 et le genre du Rape and Revenge plutôt les années 70 avait un peu le vent en poupe. Donc il c'est fallait le film de Clint un petit Eastwood, peu, l'inspecteur Harry, voilà. avec justement Sandra Locke, et où l'inspecteur Harry, pour le coup, est en vacances, une femme se fait violer, elle va faire vengeance elle-même, et lui va cacher un petit peu ses crimes. Il fallait pas faire de l'ombre à ce film-là. Bon, moi, en tout cas, c'est un film que je trouve génial, mais aussi pour des raisons. Après, on a un peu évoqué ça pour les filles, c'est-à-dire que les antagonistes là pour le coup existent. Hein. On a un personnage qui est costaud, qui est le personnage qui existe vraiment. Hein. C'est-à-dire que c'est pas juste une brute épaisse. Il est englobé aussi lui par tout justement le décorum du Texas et les traditions du Texas, quoi. Ouais, bien sûr. En fait, je pense que tu as vraiment ce truc. On épouse là le film où est bien, où il peut être un peu miraculeux, où c'est en tout cas une très bonne idée de scénario si jamais ça a été pensé. C'est que c'est vraiment d'épouser le point de vue d'une jeune fille. Elle vient plutôt de l'Est des États-Unis. Elle est mutée en tant qu'enseignante au Texas. Et elle-même est dans un bain, c'est fish out of the water. Elle ne comprend pas trop la culture du Texas dans lequel elle atterrit, qui est quand même une culture particulière dans le cas des États-Unis, qui est plutôt marquée par un rapport aux armes à feu un peu touchy, on va dire. Et voilà, tout un rapport à l'histoire américaine aussi qui est un petit peu problématique par rapport à la conquête, par rapport en tout cas à l'Est des États-Unis. C'est pas du tout pareil, quoi, j'imagine. Et donc du coup, forcément, le point de vue du metteur en scène
peut épouser vachement plus facilement le point de vue de ce personnage en étant un personnage d'anglais qui débarque à Dallas, je crois. C'est tourné à Dallas. Oui, parce qu'il y a des plans justement, il y a des plans à l'endroit où Kennedy a été tué. Ouais, d'accord. Ouais, donc du coup, voilà, forcément, lui, ça se voit bien que voilà, il fait son touriste même au départ. Hein. Il pas comme elle, en fait, il va faire son touriste. Justement, on va voir ses séquences devant la bibliothèque de Dallas à M Street. Il fait son touriste et puis trop pas en dire sur, mais après le viol, quand elle va justement rentrer dans une espèce de formation de guerrière un petit peu et qu'elle va se trouver dans ce formidable magasin de flingues. Le vendeur de ce supermarché d'armes à feu lui explique bien que non, mais à partir du moment où tu habites au Texas, tu peux acheter une flingue comme tu achètes des chewing-gums, en fait, il n'y a pas de problème. Tu veux lequel? Et puis voilà, et cette séquence, c'est bourré de séquences assez formidables quand même. C'est assez formidable. Il y a un côté presque documentaire, justement. J'ai l'impression que les gens autour ne sont pas des vrais acteurs en plus, quoi. Alors, de toute façon, moi, pour le peu que j'ai vu un peu des bonus qui sont disponibles sur le DVD, clairement, il a appliqué des méthodes qui sont celles du cinéma direct aussi, et puis de mixer une approche documentaire en prenant des personnages qui incarnaient peut-être pas leur propre rôle, mais en tout cas à qui on demandait, on les lançait sur un sujet, puis il lançait le truc. On écoutera des extraits tout à l'heure, et voilà, c'est évidemment des gens qui racontent à peu près tout ce qui leur passe par la tête, en tout cas leur vision du monde. Et c'est vrai que ce qui est génial là-dedans, c'est que j'ai l'impression que, contrairement justement à moi, tout un pan du cinéma un peu social que je peux ne pas aimer, parce que j'ai toujours l'impression que alors, dramatiquement ou dramaturgiquement, il y a toujours le bien pensé et le mal pensé qui sont toujours très bien figurés dans les personnages, et surtout dont le discours du bien pensé ou du mal pensé est incarné par les dialogues, par les différents protagonistes. Là, on se rend compte que non, les gens ne se rendent même pas compte qu'il y a un problème. Et de toute façon, évidemment, que c'est typiquement comme ça. Le violeur. Le violeur, clairement, on entendra un morceau tout à l'heure. Parce que le viol, tu l'as dit, il est pas montré de façon non, mais il est terrible, voyeuriste, parce qu'en fait, il n'est pas montré. Il y a pas le viol n'est pas à l'écran. Il n'est pas à l'écran. C'est un viol on voit ce qui se passe avant, ce qui se passe ce qui se passe après, et puis ça recommence. Et en fait, mais sauf qu'en fait, on voit pas le viol. Il y en a pas. Il y en a pas. Je veux dire, il n'est pas figuré. Mais par contre, on voit tout l'effort de dialogue, et il est particulièrement. Le viol est particulièrement ressenti. Et la scène, où le gars est persuadé de son bon droit, de dire mais voilà, quand même, mais détends-toi. Détends-toi un peu. C'est terrible. Et cette scène est terrible parce que, en fait, à la limite, on est presque persuadé que le gars, il est convaincu de ce qu'il dit. En fait, il est convaincu. Et la suite nous le confirme. Je comprends pas comment t'as pas pu prendre ton pied. Enfin, c'est extraordinaire d'arriver à filmer ça, parce que il y a beaucoup de films sur des sujets, vraiment, que ce soit le viol ou autre chose, où fatalement le mec va être montré comme un gros porc. Et là, on est en face, c'est pas le face un type réac. Il nous est présenté très vite quand même, comme un pur produit justement du Texas, bien à droite quand même de l'arc républicain états-unien. Mais le type convaincu est d'être dans son bon droit, et d'être un pur produit des États-Unis. En fait, justement, je représente ce que les États-Unis font de plus beau, quoi. Et je suis la force des États-Unis, grosso modo, et je suis un peu irrésistible, et je comprends pas comment tu peux rester de marbre devant moi, de toute façon, quoi. Ouais, c'est ça. Mais le personnage est extrêmement crédible, en fait, et très incarné, en fait. Est-ce qu'il n'est pas juste une représentation, justement, de cet idéal américain masculiniste? C'est un vrai personnage, et qui comprend pas le lendemain du viol pourquoi tu m'as pas rappelé, quoi. Il y a un équilibre dans ce film que je trouve assez fou, parce qu'effectivement, c'est pas pour dire, c'est pas de dire que genre le film essaie de nous faire éprouver de la sympathie pour lui. Non, pendant tout le film, on est atterré à peu près par tout ce qu'il dit, mais à aucun moment dans les dialogues ou dans l'écriture du personnage, en tout cas, le mec ne nous est
montré comme un pur adjuvant. Il n'est jamais séparé, sa condition n'est jamais séparée du fait que il est dans une société. Voilà, il y a tout ce hors-champ de cette société dans laquelle ils sont, qui fait que de toute façon ce mec-là ne peut pas penser autrement que ce qu'il pense. Et voilà, quand elle, une fois qu'elle a subi un viol, quand elle va dans des différentes institutions, et là pour le coup elle va tomber sur des gens qui humainement on peut se dire sont peut-être plus agréables, ou sont des gens qui sont un peu un peu plus conscients, mais professionnels, qui vont être complètement absolument pas aidants pour la nana, mais en même temps tu te dis malgré eux, mais ceci dit, à aucun moment ils n'éprouvent une sorte de regret de ne pas pouvoir être aidants. Tu te dis non, mais en fait ils sont complètement le film arrive à montrer complètement un état d'esprit qui est horrible, et il faut souligner aussi que la personnage, l'actrice, elle est assez dingue. Je ne sais pas ce qu'elle arrive à faire, mais ouais, c'est assez dingue, sa transformation est assez dingue. Et sur ce que tu disais à l'instant, comme pour les filles, après on passera peut-être aux autres films, mais comme pour les filles de Soumitra Périz, je me suis posé la question, et avec Handgun, c'était flagrant, parce que, comme tu disais, c'est un film de 83, et c'est troublant à quel point ce film-là est d'actualité, en fait. Justement parce qu'on n'a pas affaire à un viol dans une ruelle sombre, on a affaire à un viol dans une communauté, avec des personnages qui ont vu une relation s'installer entre deux personnes, et elle va chez lui après, et il la viole plusieurs fois. Et le lendemain, quand elle va, donc elle est dans un état de choc. Et alors, comment ça va avec ton copain? Enfin, il y a un truc de très. La seule distinction qu'il peut y avoir avec peut-être un film qui pourrait être fait aujourd'hui, c'est en effet les rapports à la politique et au Texas, mais on pourrait refaire exactement le même film en France aujourd'hui, en gardant même les mêmes dialogues quasiment, quoi, et ça serait tout à fait pertinent, en fait. Ouais, je pense. Oui, c'est troublant, voilà. Mais ce qui est pas, il y a plusieurs choses qui sont troublantes là-dedans, mais le fait est qu'il y a un cinéaste qui a eu cette vision-là, cette sensibilité-là, entre guillemets, de représenter ça il y a plus de 40 ans. Moi, ça me rassure, entre guillemets, de me dire décevant de se dire que lui, il n'a pas continué après. Ouais, clairement. Parce que moi, j'ai pas vu ça beaucoup ailleurs. Voilà, clairement. Dans leur présentation, en tout cas, des violences sexuelles, tout ça, clairement pas. Oui, sans chercher à faire, aller dans le choc, il n'y a pas eu besoin pour Handgun de montrer une séquence de irréversible, par exemple, quelque chose de vraiment insoutenable à regarder. C'est suffisamment abominable pour ne pas avoir à en rajouter dans le spectacle de l'abominable, et ça il parvient à l'éviter, et puis là je vais faire un bon spoiler, donc n'écoutez pas les 30 prochaines secondes ou les 5 prochaines minutes ou le reste de l'émission, d'ailleurs, si ça vous arrêtez d'écouter mais ce qui m'a vraiment marqué moi aussi quand même, c'est donc la dernière partie du film où là on rentre dans le revenge movie. Et on attend, et on est avec ce personnage, et on a envie en fait que ce violeur soit puni, voilà. Et en plus de ça, il devrait être puni, et on aura le droit de satisfaire de cette punition. C'est une position de spectateur qui est très agréable. Et le film, c'est la première fois que je vois ça, je crois, montre un personnage féminin qui justement ne va pas sombrer dans la violence, dans les bassesses dont elle a été déjà victime, en fait. Ne va pas faire la loi du talion, mais va se montrer plus intelligente, en fait, et offrir une punition presque éducative, justement, de mettre son agresseur dans la position de la proie et de la personne qui doit justement avoir peur et être choquée, être traumatisée, en fait. Mais sans le tuer, il n'est pas question de tuer quelqu'un, en fait. Et sur la dernière partie du film, quand tu te rends compte que ce personnage à aucun moment n'a sombré là-dedans, en fait, elle n'est pas tarée, elle n'est pas devenue folle, c'est pas une ange de la vengeance, justement, comme pouvait l'être Zoe Lund dans le film de Ferrara. Non, elle reste malgré tout intelligente, et elle va lui apprendre une leçon, mais pas
Enfin, en tout cas, on se rend bien compte que là, on a affaire à un vrai cinéaste et Petit Ange parti trop tôt. Hein, le gars est mort il n'y a pas longtemps, mais il a fait pas assez de films parce que, oui, c'est vraiment voulu. Parce que le fait que ça se passe sur un stand de tir, tu dis, bah oui, évidemment que lui, il a très pensé à sa chose. Il l'a pas fait ailleurs que ça. Et c'est très même forcé dans le cas du scénario que ça se passe ici. Tu dis, pourquoi là? Pourquoi pas ailleurs? Aucun sens. Non, c'est vraiment une charge symbolique qui était important de le mettre sur l'angle de la simulation du stand de tir, que cette punition soit dans ce cadre-là, quoi. Non, c'est vraiment un très très grand film sorti en catimini, enfin en tout cas dans une collection voilà qui va là pour débusquer les raretés, mais toutes les raretés sont pas forcément géniales. Là, on a affaire à un film qui est modeste et génial, quoi. Ouais. Handgun de Tony Garnett, c'est disponible en DVD et Blu-ray dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Torret. On fait une courte pause et justement on va écouter un morceau de Handgun et on se retrouve juste après pour 2 autres films sortis de la besace du docteur Moreau. I'm really sorry things got a little out of hand back there. But it's partly your own fault, you know, for being so irresistible. I guess I shouldn't have scared you like that. I'm sorry. You know, you should at least consider the possibility of maybe getting professional help. I mean, you're so repressed sexually, and there's no reason for that because you're a wonderful, warm, sensitive, sensual person, and you just kind of shut it off. I mean, you really should at least, you must have been traumatized at some point when you were young into feeling just incredibly guilty about sex, and sex is just part of your life. I wish there was some way, some trigger to release the sort of sexual repression that you have, the sort of psychical freeze that you have on your sensuality, because it's clearly something in your psyche that's just slightly maladjusted. I'd like to help you with that. I mean, I'd like to share it with you, talk to you about it. Do you have any sexual fantasies, maybe? May I go now, please? Let's just try this once more. This time it's just for you. Really became more of a killing and deadly weapon. They created a clip point to it and sharpened the top edge. It makes an ideal hunting type knife or a camping type knife, and realistically it could be used as a very good survival type knife. What do you mean?
This is going to be a valuable weapon to have in the next few years. As a survival knife. What do you mean survival? Well, when the collapse comes, What are you talking about? well, it's going to happen. You know, I was watching you the other morning on the shooting range. You're going to be real good. Oh, thank you. I don't know particularly why you're wanting to learn how to use a gun. But let me tell you, in 2 or 3 years, you're going to have to use that gun. This is going to come in handy. Because our social society as it is now is going to break at some point. Our nation, our country is weak right now. You know, a lot of people think that, the government is going to be able to step in and help, like they did during the 30s. But the government's not going to be able to help. What do you think is going to happen when the federal government can't pay off welfare checks anymore? Every black and Mexican in this city is going to start rioting. Now, if I pointed this knife at you, and you knew that I was serious about it, and I asked you for that drink there, you would give it to me. À l'instant, on a pu entendre avec plaisir Ravi Shankar et puis des extraits forcément moins agréables de Handgun. Et tout de suite, Antonin nous parle d'un film néo-zélandais alors j'espère que je vais le dire correctement, hein, Taratoa Stappard. Je suis convaincu que Stappard, ça se prononce pas Stappard en néo-zélandais, mais un film qui s'appelle Marama, et c'est pas son premier film pour le coup au monsieur, hein, mais voilà, l'Arvor nous le propose. Moi pour le coup j'en avais pas entendu parler non plus, c'est une sortie de 2025-2026 hein, d'ailleurs, hein, film d'horreur quand même plutôt. Oui, film d'épouvante, film d'horreur gothique. En tout cas, c'est un film qui va sortir en salle. C'est des films qu'on pourrait, qui sont typiquement ce genre de films, comme il y en a beaucoup de films d'épouvante, d'horreur, de genre en tout cas, où il y a une production assez pléthorique, mais qui peuvent des fois être en salle durant des festivals, mais qui rarement plutôt atterrissent en salle, mais qui souvent ils n'ont pas de sortie nationale, quoi, donc c'est des séances un peu exceptionnelles. Souvent ils n'ont pas de sortie nationale, et souvent en fait on sait qu'il peut y avoir des pépites là-dedans. Je sais que notre camarade François Co écume beaucoup ce genre de sortie en bon aficionado du genre. Sur le podcast Discordia. Tout à fait, le podcast Discordia, où il fait un point sur l'horreur régulièrement avec un camarade de Mad Movies, où ils écupent un peu ça, parce que évidemment sur des plateformes ou en sortie VOD, ce qu'on appelait avant les direct-to-vidéo, il y a souvent des petites pépites. On se rappelle par exemple de The Nightingale, dont on avait également parlé, qui était un film australien. Alors c'était australien mais tourné en Nouvelle-Zélande. D'accord. Okay. Non, c'était en Tanzanie. Je suis pas. Tanzanie ? Non. Non, c'était pas en Tanzanie. Bref, en tout cas, c'était un film qui n'avait pas eu de sortie salle et qui était vraiment une pépite. Qui a sorti Blu-ray et qui a fonctionné en Blu-ray hein, du coup. Qui a fait parler de lui un petit peu. D'une cinéaste dont le premier film avait eu les honneurs de la salle, mais qui était plus frontalement un film de genre. C'était Mr. Badabouk. Bref, en tout cas. Tout ça pour dire que voilà, moi ce film-là j'ai découvert dans le cadre de mon travail, et effectivement parce que un des acteurs du cinéma de genre à Toulouse, du coup, qui font le Grindhouse Paradise Festival au cinéma, l'American Cosmograph, je pense à Toulouse, s'est lancé dans une activité de distributeur et a pris les droits de ce film-là pour le sortir en salle. Comme ça pouvait être le cas d'autres acteurs de la distribution en salle pour un film dont on n'a pas parlé mais que moi j'aime beaucoup, Hundred of Beavers, où il y avait un autre distributeur qui l'avait récupéré, qui avait bien marché en tout cas chez nous sur des séances exceptionnelles, mais qui sont des films bien marché. Moi je suis pas comme toi d'un point de vue économique, mais les spectateurs en tout cas qui étaient allés voir en salle, bien sûr. Oui, c'est des films qui sont à mon avis assez imparables, en tout cas ceux auxquels moi je peux avoir affaire, dont certains distributeurs s'emparent et dont je m'empare à mon tour, où je me dis bah oui, effectivement, oui, il faut absolument passer ça, c'est super. Et Marama, voilà, c'est un film qui, comment le décrire, alors ça va être des références très cinéphiles. C'est un film d'horreur gothique parce que la référence moi auquel j'ai pensé principalement, et je pense que c'est vraiment un peu comme ça que le film commence, c'est que c'est un petit peu le Rebecca de Hitchcock, c'est-à-dire cette structure, donc adaptation de Daphné du Maurier,
où une jeune femme arrive dans un château tenu par une famille ancestrale avec les parents, les enfants. Bon, c'est pas le cas dans le film Hitchcock, mais voilà, une famille, un château avec tout ce que ça peut trimballer d'histoire familiale, où elle va être assimilée à une sorte de figure un petit peu tutélaire, un peu fantomatique, un peu, en tout cas, hyper portraitisée. Voilà. Et sauf que bon, c'est un petit peu inversé parce qu'elle est plutôt à la recherche de sa sœur jumelle. Et elle sait même pas qu'elle a une sœur jumelle, elle est à la recherche de son père au départ. Voilà, elle est à la recherche de son père, non, de son père, de c'est son ça. père, oui. En tout cas, il y a une sorte de... Moi, j'ai très ressenti une influence Hitchcockienne, non pas en termes de mise en scène, mais sur cette façon de vouloir projeter dans autrui une sorte de figure qui n'existe que dans notre imaginaire, et de toute la violence que ça peut, en quoi ça peut consister de vouloir toujours, de faire de quelqu'un d'autrui, de vouloir la faire se conformer à son propre désir. Sachant que ce personnage a des visions. Exactement, qu'elle pense et être d'elle-même, voilà. Et elle découvre ensuite que c'est pas des visions d'elle, mais de sa jumelle. De sa jumelle, et en sachant qu'elle-même est prise entre plusieurs visions d'elle-même, parce qu'elle est une Maori, me semble-t-il. C'est ça, voilà. Et c'était important quand même de le dire, c'est que elle... complètement déjà désindividualisée, parce qu'elle est acculturée, parce que voilà, sa propre culture dans l'Angleterre lui a été enlevée. Victorienne. Elle joue elle-même le rôle d'une Anglaise de bonne famille qui va devenir peut-être gouvernante ou institutrice, en jouant excessivement bien le rôle de bonne Anglaise, mais en étant très racisée. Et elle-même est prise entre plusieurs identités, et voilà, et va être pris entre plusieurs feux, des individualités un peu, tout ce qui peut se passer dans sa tête de quelqu'un qui est en situation de coloniser, qui veut se conformer à la société dans laquelle elle doit évoluer, et puis ses racines, on va dire, pour aller vite, et puis dans une famille où on va vouloir la faire se conformer à une certaine au contraire, de façon très violente, j'ai envie de dire, en y réfléchissant, je dis, on veut qu'elle soit la plus racisée possible, mais parce que c'est comme ça la seule façon qu'elle devienne un objet, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'elle soit la plus native possible, pour qu'elle devienne le plus objet qu'elle corresponde possible. le plus à l'image Voilà. qu'on se fait, en tout cas. Exactement. Enfin, ça m'a paru déjà un film. Moi, j'aime beaucoup le film. Je le trouve plutôt très bien exécuté et très fascinant, et il ne succombe pas du tout à plein de facilités de genre. Si on doit en parler que dans le cadre d'un film de genre, je le trouve hyper efficace. Et c'est là où, par contre, je le défendrais bec et ongle, c'est que je me dis, c'est absolument génial comme sujet de film d'horreur, de délirer de façon sur le mode du film horrifique toutes ces questions d'appropriation culturelle, de la colonisation et tout ce qui pourrait être de la violence de l'appropriation culturelle, qui est à la fois un déni total de ce qui peut faire ta culture, en gros, mais en même temps, le truc, c'est que on le voit bien pour toutes les sociétés coloniales, qu'est-ce qu'elles font quand elles ont leurs intérieurs? Elles reprennent tout l'art culturel de ton pays. Voilà. Donc c'est une double violence, c'est qu'à la fois on nie ta culture et on se la réapproprie. Et je trouve que c'est un film qui, pour la première fois, où je me rappelle pas avoir vu un film d'horreur qui prenait en charge ça, qui le délirait de façon horrifique, dans le cadre de règles du genre du film gothique, quoi. Oui, parce qu'il respecte bien quand même les codes, ce qui peut faire qu'il s'éparpille parfois, même dans la première partie. Dans la partie, moi, tu vois, je me suis dit, il est particulièrement franc avec son histoire, le film. Et je pense que c'est clairement ce que t'exprimais, et cette franchise que je retrouvais, moi, c'est bien ça, justement, c'est le fait de ne pas être dupe de comment, en fait, telle société va réexploiter, en fait, la société qu'elle a colonisée, en fait, et oui, comme tu l'as très bien dit, d'ailleurs. Oui, en fait, moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Que je trouve, qui m'intéresse beaucoup, en tout cas que je trouve hyper opérant dans le film, et qui en plus marie, vu que c'est des zones qui sont un peu que je trouve en plus assez dangereuses à utiliser, dans le sens où c'est
très compliqué parce que fatalement il y a le folklore là-dedans en fait. Il y a le folklore et le folklore c'est ce qui effleure à la surface, c'est ce qu'on peut utiliser, c'est ce que toute la folk horror utilise, c'est-à-dire tout le décorum et c'est ce que utilise aussi l'appropriation culturelle, de ne garder que les masques africains qui sont jolis à côté de ton petit service à thé quoi. Voilà, j'ai trouvé que le film mariait assez brillamment tout ce qui était de l'ordre de ce que fait une culture, ce qui est à peu près infigurable dans sa totalité au cinéma évidemment et dans n'importe quel art d'ailleurs, et il quand même flirtait un petit peu avec ça parce que c'est ce vers quoi va tend son personnage principal, et il arrivait très bien à faire, en tout cas, à marier, en tout cas, ce hors-champ qu'elle a, cette aspiration de son personnage principal, et puis la violence aussi de toutes ces images, ce décorum. Moi, je pense à cette scène de bal je trouve hallucinante. La scène de fête. Hallucinante. Elle est dingue, une fête costumée où justement les invités, donc des Anglais, vont recréer en fait vont simuler tribal un peu. Voilà. Et puis il y a ce personnage féminin qui est là, Marama, qui est là, qui observe ça et qui est scandalisé. Et qui va, en plus, qui vient de vivre un truc abominable juste avant, et qui est là en état de choc, et qui voit cette recréation, cette scène de théâtre particulièrement raciste, en fait, et qui va réagir en faisant ce que moi j'appelle un haka, parce que j'ai pas d'autres mots pour le faire, et qui justement, qui défie toute simulation en fait. Là on la sent vraiment honnête et se réapproprier en fait sa culture et sa colère, et face à elle en fait elle a des gens qui applaudissent parce qu'ils y voient un spectacle. La séquence, moi je la trouve superbe, rien que pour cette séquence là en fait le film vaut le coup parce que vraiment, ça raconte énormément de choses ouais, carrément. Ouais, et vraiment en tout cas allez voir ce film là si vous avez la chance de le voir passer dans une salle à côté de chez vous, et puis en tout cas ruez-vous sur ce film quand il sera disponible de façon légale, parce que en plus c'est assez important si on veut que ces films existent, oui, parce que pour le coup c'est pas son premier film. Tarato Astapart, c'est pas son premier film, mais voilà, c'est un cinéaste néo-zélandais. Pour le coup on voit pas ces films non plus par chez nous, donc en effet s'il y a une occasion de faire venir ces films là par ici, alléluia. Il nous reste assez peu de temps, trop peu pour parler par exemple du Testament d'Anne-Lee de Mona Fastvold. J'en dis juste un petit mot parce qu'on n'aura pas l'occasion, je pense, d'y revenir. C'est son premier long métrage aussi, cette réalisatrice, qui était auparavant l'assistante de Brady Corbett, notamment sur The Brutalist. Sa co-scénariste. Et lui-même est co-scénariste du Testament d'Anne-Lee, en fait, qui revient sur l'histoire vraie d'Anne-Lee, donc qui a créé en fait un culte, donc c'était en 1776, un truc autour de la Révolution justement américaine. Je te laisserai peut-être en dire un mot. Moi, il y a juste quelque chose quand même qui m'a... Donc c'est une sorte de comédie musicale, des portraits comme The Master, un petit peu de Paul Thomas Anderson, voilà, d'une figure importante d'un culte aux États-Unis. Ce qui m'a marqué et ce qui m'a un petit peu dérangé, mais dans du bon sens du terme, dans le film, c'est qu'on est vraiment, on appuie le point de vue en fait d'Anne-Lee, qui est présentée comme une femme avec plein de qualités, hein, qui va justement prôner l'égalité entre les hommes et les femmes, une certaine justice sociale, des choses de ce genre. Mais qui, moi, quand je regarde les films, elle est aussi complètement tarée en fait, quoi. Hein. Elle est folle. Elle est convaincue d'être la femme de Jésus, d'être la réincarnation de Jésus, presque quasiment, enfin une figure messianique en tout cas. Voilà, clairement. Donc elle est tarée, et en même temps elle promulgue beaucoup de valeurs qui sont cool. Mais elle est tarée, elle est quand même complètement tarée. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à me positionner en tant que spectateur moral devant ce film, de me dire,
mais elle fait des trucs bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Cette gênance, mais c'est pas la gênance morale d'un point de vue du personnage, c'est de la point de vue de la mise en scène. Comment la mise en scène va appuyer tout ça et va constamment appuyer en fait et mettre dans le même sac justement cette folie. Et en même temps, les combats qu'il peut y avoir avec. Et c'est vrai que j'ai pensé du coup à The Brutalist et à cette folie du personnage qui englobait énormément de choses, à la fois la fuite des Juifs après la Seconde Guerre mondiale, et puis énormément d'autres choses, et d'autres folies, d'autres troubles. Et j'ai l'impression peut-être il y a ce même souci de la part de Corbett et de Fastvold de vouloir tellement raconter de choses que ça va en mélanger un peu trop. Ouais, je me suis posé la question. Oui, moi après je sais pas, je saurais même pas quoi dire sur ce film. Ça m'a un peu traversé sans voilà, enfin ça m'est un peu passé au-dessus en gros, mais oui effectivement la figure intéressante. Moi je connaissais absolument pas l'histoire, voilà, je saurais même pas trop quoi en dire. Ça tombe bien parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Donc ça tombe bien. Mais je me pose des questions. Moi je pense que c'est un film intéressant qui est pas complètement abouti parce que justement il veut peut-être raconter trop de choses même s'il se consacre à ce personnage d'Anne Lee. Et c'est fou, hein, elle est vraiment de tout. Et Amanda Seyfried est très très bien là-dedans. Je trouve qu'elle est. Et les scènes de chorégraphie, parce que c'est un peu une comédie musicale, il y a pas mal de chorégraphies. Je les trouve très efficaces, elles sont top. Mais j'avais l'impression d'avoir une espèce de trop-plein, quelque chose qui manquait justement de faire le tri à un moment, quoi, pour savoir où se positionner quelque part, soit le personnage, soit la metteuse en scène, et tout se mélangeait. Alors c'est trop frais peut-être pour moi, je l'ai vu hier soir et que ça aurait mérité de décanter un peu tout ça. Mais voilà, ça m'a inquiété un petit peu en me disant mais est-ce que je suis face à une promulgation un petit peu de théorie parce qu'on est un peu dans une secte hein, quand même avec ce personnage-là, et de promulguer un petit peu ces images folles qu'elle pouvait avoir dans la tête. Bon, je me suis posé beaucoup de questions. J'invite tout le monde à se faire son avis. On allait voir Le Testament d'Anne Lee qui passe à l'Arvor. Et puis avant de vous dire au revoir, je parlais de Zoé Lund, je voulais quand même citer le livre qui vient de sortir. Très rapidement, c'est aux éditions Lanskin. J'en parle parce que c'est une édition qui sort beaucoup justement, bouquin de poésie en fait, et Zoé Lund donc qui était l'égérie pendant quelques années d'Abel Ferrara, qui a notamment co-scénarisé Bad Lieutenant et qui a joué dans L'Ange de la Vengeance. Donc il y a un livre qui vient de sortir de Veronique Bergen, c'est une Belge poète. Je conseille quand même à tout le monde de se renseigner sur Zoé Lund et d'aller lire ce qu'elle a pu écrire, ce que propose le livre aussi, mais je préfère quand même quand c'est Nicole Brenez qui écrit sur Ferrara et Zoé Lund. Je trouve ça vachement plus intéressant, mais ça vaut le coup et c'est assez rare qu'on parle de cette actrice, mannequin, scénariste, réalisatrice, parce qu'elle a fait des courts-métrages aussi. Et poète. Et poète. Et voilà. Et bon, là, les poésies qui ressortent de l'ouvrage, c'est quand même vachement sur l'héroïne. Et l'héroïne, c'est la meilleure des drogues, grosso modo. Donc bon, c'est à pas mettre entre toutes les mains. Mais bon, ça valait le coup de signaler quand même que quelqu'un parlait encore de Zoé et ça fait plaisir. Il est temps de nous quitter enfin parce qu'il est tard et qu'on dépasse notre créneau. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. You're welcome. Merci à vous de l'avoir écouté et vous pouvez la retrouver en podcast comme toutes les autres sur le site de Canal B. Voilà. Et puis le lien sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. Merci à vous encore une fois. À très bientôt. Ciao. Des bisous. Some years ago, I have by chance seen my sister bathing, and at once I was filled with a tremor throughout my whole being. My body quaked at the sight of her like a split peach. It is improper because she is a child. It is wrong because she is my own flesh and blood.
Oh.